Les amis, bonjour. On est à Moscou, enfin moi je suis à Moscou. Vous êtes partout dans le monde puisqu'on est en direct sur Facebook. Et mes chers indisciplinés, le temps que vous vous connectez, je vais faire un petit blabla. Parce qu'après, quand vous serez plus nombreux, on va pouvoir commencer une discussion libre. Voilà, donc n'hésitez pas, connectez-vous. Normalement, la connexion est bonne. Vous êtes maintenant 11. Ça va augmenter à la vôtre. Après un peu de vodka, rien ne vaut l'eau pétillante. Alors voilà, c'est le genre de café qu'on a à Moscou qui ressemble assez, salut Marois, qui ressemble assez à ce qu'on trouve à Brooklyn en fait. Des cafés très sympas. Voilà, très tranquille. Hop, on est au cœur de Moscou. Ce sont des photos. Hein. Voilà, le kid. Dirty. Ah, ta connexion est mauvaise, désolé. En tout cas, on est 34 maintenant, hein. Vous avez vu, en quelques secondes, voilà, tout le monde débarque. Salut Claude. Ouais, le must, mais le must c'est la vodka à Moscou avec des moscovites. Et là, on n'arrive pas à suivre. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience, donc là, j'ai pu freiner. Voilà. Comment vous allez? Comment ça va, Claude? Claude assez actif, hein. On se croise plein de fois dans mes pages Facebook, ça me fait plaisir de te voir en direct. Comment tu vas, Claude? Sarah, salut. J'aime bien, il y a des fidèles indisciplinés et du coup, ça crée des liens. Ça va, dit Claude. Et Sarah, ça va? Marois, il est mort de rire. Il pleure de rire. Oui, on a compris, t'es mort de rire. Mais c'est bien, rigole. N'hésite pas à entrer dans la discussion, tu vois. J'ai l'impression que le lol ou le mort de rire ou le péter de rire, c'est des façons de faire que l'autre doit continuer la discussion et que toi tu restes en dehors. Là tu as le droit de discuter, tu as le droit de lancer des thèmes, tu as le droit, voilà. Donc n'hésite pas Marois, entraîne-toi tout en étant mort de rire, à entrer dans la discussion, à dire voilà ce que je pense, à dire c'est quoi, à poser des questions, etc. Ça va toujours au rendez-vous, c'est super. Super, donc voilà, c'est un exercice que j'appelle la causerie, on en a fait pas mal hein, maintenant. On ne sait pas où on va, mais on y va. Ah, salut Souya, la Corée est dans la place et l'art est dans la place. Donc on ne sait pas où on y va ensemble en interaction concrète avec vous. Hein. Par contre, avant qu'un thème se dessine éventuellement, salut Lydie, je vous parle de demain. Salut Fanny. Je vous parle de demain parce que demain, là par contre, on sait où on va. On va aller dans un jeu de rôle en live, exactement comme ce qu'on est en train de faire, sauf que ce sera un jeu de rôle. Un jeu de rôle, c'est quoi? Un jeu de rôle, on incarne des personnages dans un univers fictif que je décris en tant que maître du jeu. Et ensuite, on est libre de nos choix. Salut Aléa. On est libre de nos choix. What you doing? Just talking, you know, Hussem. Just talking. And if you want to discuss, no problem. I can speak English and translate for others. So no problem, Hussem. Please take part with this discussion. Can be philosophical discussion or other. Oui, mon anglais n'est pas terrible, mais j'arrive vraiment à me faire comprendre partout dans le monde. Donc voilà, sans complexe. Alors, Tunisie, Sana, super. J'espère que ça va bien. Oussa, Tatoïne. Djerba, Tunis, Roselyne, salut. Alors je disais, demain, si vous êtes débutant au jeu de rôle qui s'appelle Primate Joke, salut Alex. Si vous êtes débutant, c'est très simple. Alex, tu sais que tu as un nom, j'imagine que tu sais, qui sonne très Tbilissi. Tu connais Tbilissi, Alex? Donc, Primate Joke, notre jeu de rôle en vidéo live. Voilà, c'est demain, donc dimanche, à 19h45, on accueille les nouveaux. Et d'ailleurs, s'il y en a qui jouent à Primate Joke, j'aurais besoin d'eux, parce que c'est eux qui vont prendre en main un peu les nouveaux, leur expliquer les règles, comme ça on perd pas de temps, et distribuer les personnages. Donc voilà, c'est bienvenue aux débutants qui ont envie de vivre une aventure jusqu'à 22h30. Ouais, je me trompe pas? Non, 22h, jusqu'à 22h. Voilà, donc de 19h45 à 22h. Et pour ceux qui ne sont pas débutants et qui ne peuvent pas être là pour aider et accueillir les débutants, ce sera à 20h30, de 20h30 à 22h. Voilà. Hola from Carole à Aubervilliers. Voilà, il y a toutes les langues, Carole, c'est bien, tu mélanges toutes les langues.
La pétillance, t'as envie de parler de pétillance? Tu sais que c'est un mot qui n'existe pas, normalement, qui n'est pas référencé dans la langue française. Les dictionnaires ne reconnaissent pas le mot pétillance, ce qui est vraiment une absurdité, ce qui montre leurs limites. Ils acceptent pétillant, mais pas pétillance. Et évidemment, la pétillance, moi, je trouve que ça devrait exister en dictionnaire. Connexion mauvaise, mais on entend la voix, j'espère. Bolga de Paris, Alma, comment on va? Donc voilà, je disais donc, demain, rendez-vous, tout le monde, hein, les jeunes, les moins jeunes, ceux qui sont super doués en jeu de rôle, ceux qui n'ont jamais joué à un jeu de rôle de leur vie. On se fait l'épisode 6, on résumera tout ça et je ferai une petite session, peut-être que je vais profiter de cette causerie pour faire une petite session d'explication de comment ceux qui sont aguerris au jeu de rôle, ceux qui connaissent bien, vont pouvoir aider les nouveaux venus. Voilà, Alma, je sais que t'as déjà joué à Prima Joke. Et sinon, vous pouvez noter dans vos tablettes, parce que ça sert à ça aussi, les causeries, à prendre des rendez-vous virtuels. On va faire un balbutiement, un vrai balbutiement, c'est-à-dire une discussion en direct sur un thème, et une discussion philosophique. Et je vais inviter, parce que je fais des balbutiements maintenant systématiquement avec quelqu'un, je trouve ça intéressant d'avoir un autre interlocuteur en direct avec moi. Comme personne ne s'est manifesté auprès de Sophie en disant « moi je veux faire partie d'un balbutiement en direct », Alma, on t'attend, hein, c'est quand tu veux Alma, mais voilà, salut Lydie. Et donc, Nicolas, justice. Nuit courte mais grande forme, oui. Et toi, comment va à Moscou? Pareil, Alma. Pareil. Donc j'attends que certains se manifestent en disant « voilà, je veux faire partie d'une vidéo en direct, un balbutiement sur le thème de l'addiction ». On a pris un thème qui va nous poursuivre peut-être pendant des mois, pendant des semaines. Et ça sera notre 3e épisode sur ce thème, le thème de l'addiction. On a déjà fait 2 magnifiques balbutiements, mais vraiment magnifiques. Un avec Gracia et un avec Sandrine. Voilà, vous trouverez tout ça sur mon Facebook à vidéo. Vous faites facebook.com/VincentCespedes, ce que vous avez au-dessus là, /vidéo au pluriel. Et là, vous trouverez balbutiement, les 2 derniers balbutiements sur l'addiction. Le 3e, l'exclusion. Il y en a qui veulent des thèmes de réflexion. Je prends rendez-vous avec Sophie. Oui, Alma, parce que je te verrais bien faire un balbutiement. Hein, tu es tout le temps là. Voilà, si tu peux venir à Paris, on fait ça. Ou si tu es parisienne. Et donc, c'est rendez-vous le 24 novembre à 20h30. On fera un balbutiement avec un jeune qui frise l'addiction aux jeux vidéo et qui aussi a voilà, une psychologie complexe. Et on va profiter de sa présence pour entrer dans une psychologie complexe, s'il est d'accord bien sûr, sans forcer du tout. Mais sur l'addiction, on va essayer de voir... s'approcher de quelqu'un qui pourrait être qualifié d'addict, notamment addict aux jeux vidéo, éventuellement. Voilà. Donc Alistair, ça sera avec lui, c'est son prénom. Et on va faire donc un balbutiement avec Alistair le 24 novembre à 20h30. Voilà, ça va durer 1h30, donc jusqu'à 22h. C'est le 24 novembre. Vous voyez, l'addiction à Internet, ça existe, Claude. Réellement, des professeurs comme Laurent Schmitt, par exemple, des médecins spécialistes, des addictologues, hein, des médecins spécialistes de l'addiction, parlent de l'addiction à Internet. Hein. Donc oui, ça existe. L'addiction au sport, on en a beaucoup parlé dans notre balbutiement, le 2e épisode sur l'addiction avec Sandrine. Enfin, j'en ai beaucoup parlé. Sandrine amenait le côté réflexion sur l'utopie, avec des très belles choses qui ont été partagées. Hein. Alors, il y en a qui critiquent le côté, très peu, hein, mais le côté un peu brouillon, ça part partout. Oui, c'est le principe d'un balbutiement et c'est pour ça qu'on est modeste lorsqu'on appelle ça balbutiement, justement. On est très modeste parce que ça balbutie. Voilà. Ceci dit, novembre. Pourquoi tu dis novembre, Corinne? Je comprends pas. Il y en a qui arrivent là, ils balancent novembre. Voilà. J'ai envie de dire un mois. Bon, bah alors ça va pas être janvier. Non, parce que j'aime pas. Ça va être novembre. Voilà. Et Corinne, elle balance novembre. Bah ok, Corinne, ça marche, novembre. Corinne qui est très présente aussi sur mes pages. Ah, miss you so much. D'accord, Marois, que je crois pas connaître. L'addiction à Internet, donc voilà. Donc mes amis,
Rendez-vous le 24. Ah, j'ai peut-être dit novembre, Corinne, c'est pour ça? J'ai dit 24 novembre? Non, ben non, 24 juin. 24 juin. Ah oui, j'ai peut-être... ça vient de moi. Autant pour moi, Corinne, tu vois, les effets de la vodka d'hier. Voilà. Vive l'eau pétillante. À la vôtre. Thank you. Spasiba. Spasiba, большое. It's okay. Bon appétit. Merci. Bon appétit, c'est universel. Oui, oui, je vais pas filmer mes plats. J'aime pas trop cette mode qui consiste à snapchatter les plats qu'on mange. D'ailleurs, je vais manger avec une seule main, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas mal ce que j'ai. C'est très sain. Je vais vous montrer ce que je mange quand même parce que c'est beau. Non, il faut pas. Non, il fait pas froid du tout à Moscou. À Moscou, il fait chaud. Hein. Il a fait 30 degrés hier. Il fait super chaud. C'est un temps d'été. Là, le ciel est un peu couvert, mais voilà. Mes yeux, oui, mes yeux, c'est la vodka. Ouais. Enfin, c'est pas la vodka, c'est le manque de sommeil. Bon, écoutez, mes amis, on va pas parler de moi. Je sais que j'apparais comme ça. Voilà, la vie avec des bulles addictives. Ludo, oui, je définis le bonheur comme une humeur de champagne dans mon livre Magique étude du bonheur. Assez parlé de moi. Donc, on en était où? On parlait d'addiction le 24 juin. Corinne, t'es morte de rire, d'accord, super. Qu'est-ce qu'ils ont mes yeux là? Tu m'inquiètes. Oui, j'ai des cernes quoi. Bah, vous m'avez vu avec toutes les têtes, hein, c'est vraiment un exercice, ces vidéos directes où on lâche l'affaire côté image quoi. Enfin moi en tout cas je lâche l'affaire complètement. Montre-nous. Bon, je peux pas résister. Lydie, t'es une tentatrice. Hein. Voilà. Je craque. Voilà. Regardez que c'est beau. Alors oui, ce n'est pas vegan. On est d'accord, ce n'est pas vegan. Mais voilà, c'est ce qui me fait. Voilà. Je ne suis pas vegan. Je suis désolé d'en décevoir certains, mais non, la viande m'intéresse. Alors voilà, on a tout fait là, en 12 minutes on a tout fait. Hein. On s'est donné rendez-vous, ça dépasse les cernes. Oui, bon, Nathalie, quoi? Alors quoi? Tu veux quoi, Nathalie? Tu veux que je filme en face de moi? Et voilà, boum, t'as mérité. Voilà, on va parler comme ça sera beaucoup plus intéressant que les plats. D'ailleurs, je vais même poser le smartphone, voilà. Et comme ça, on va parler. Vous allez parler à du vide. C'est une expérience. Ah oui, tu fais le Ramadan, bon courage. Moi, je ne le fais pas. Donc voilà. J'espère que vous êtes contents du plan. On dit tous merci à Nathalie. Et en plus, ça me permet de couper tranquillement mes légumes. Et voilà, donc on peut continuer à parler, vous voyez, vous n'avez pas besoin de ma tête en gros plan. Voilà. Le coussin est sympa, bah oui, il est très russe hein, le coussin, très slave avec des fleurs, des motifs fleuris. Bah, ça vous fait rire, c'est très bien. Fanny est morte de rire, super. Alors on parle de quoi mes amis? Moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire concernant les rendez-vous. Mes valeurs choc. Ah, t'es une charmeuse, hein. Tu sais charmer. Non, en fait, je profite de toi. T'as pas compris, c'est de l'instrumentalisation pure et simple. Je profite de ça pour pouvoir manger tranquillement mon plat. Tu vois, Nathalie, donc t'inquiète pas. C'est une manœuvre de pervers narcissique. Ça marche très bien. Mais je ne suis pas pervers narcissique, attention. Hein. Comme disent tous les pervers narcissiques. Alors... non, je n'attends personne, Claude, je suis désolé de te décevoir, personne s'assiera sur ce coussin. Ce serait vraiment faire preuve d'impolitesse caractérisée. Mais non, je suis pas susceptible, Nathalie, enfin il y a deux Nathalie là. Non, je suis pas susceptible, c'est juste que j'ai les mains libres du coup pour manger. Bon, j'ai trouvé comment on va faire, là. J'ai trouvé. Je vais couper ma viande comme un petit enfant. Vous savez, quand on coupe la viande à un petit enfant qui ne sait pas couper sa viande. Donc, je vais faire des petits morceaux. Et ensuite, je reviens à vous. Voilà, c'est les aléas du direct. Il n'y a que ça d'ailleurs. Il n'y a que ça qui est intéressant dans ces directs. Voilà, je sais que c'est vraiment pas passionnant dans l'image. Les gens sont comment? Ah, les gens sont sympas. C'est un peu banal de dire ça, mais franchement, j'ai l'impression à Moscou que... Enfin, je trouve... c'est très étonnant le mélange. Merci Alex.
Inviter quelqu'un à s'asseoir, non, ça sera perçu comme... justement, c'est ce que je voulais vous dire sur Moscou, c'est que le logiciel affectif est resté au 19e siècle. Ils sont absolument pas modernes, et c'est pas du tout une critique, hein, mais ils ne sont pas du tout modernes dans leurs affects, et notamment les femmes, les hommes aussi j'imagine, mais les femmes ont un logiciel affectif, je dirais, du début du siècle, du 20e siècle. Des vraies valeurs, une vraie élégance, une vraie... Il y a quelque chose de suranné quand on vient de Paris, et cette ville de mufles et de goujats. Il y a quelque chose de... Je sais pas comment l'expliquer. Quelque chose de suranné, de vieux. Enfin vieux, non, vieux c'est pas ça. De romantique à l'ancienne, voilà, de romantique à l'ancienne. Et c'est très, très charmant en fait. Et on a l'impression de venir d'un monde hyper galactique et violent. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des valeurs morales, humaines, notamment des valeurs en amitié là-bas, ici plutôt à Moscou. Il y a vraiment des valeurs dans l'amitié, par exemple, c'est un exemple. Hein. L'amitié compte beaucoup, il y a vraiment des engagements. À Paris, on n'a plus ça, enfin, c'est très très dur d'avoir ces valeurs-là dans des grandes métropoles modernes, où tout le monde est sur le nez, où tout le monde... Et là, ils sont aussi sur le nez, hein, mais il y a vraiment des... J'ai l'impression qu'il y a un langage très émotionnel. Ils ont beaucoup de nuances dans leur langue pour exprimer des micro-nuances d'émotion. C'est passionnant. C'est pas la bienséance. Un russe à boire un coup de trop. Non, non, non. Non, non. On n'est pas dans les recettes complètes ici. Non, c'est pas amusant. Moi, ça m'amuse pas de jouer trop avec l'alcool. L'humain compte beaucoup. Ah oui, Alma, peut-être que tu connais. À l'est de la Pologne, oui, charmant et romantique, Marie. Oui, c'est ça. C'est ça, romantique à l'ancienne. Oui, alors les hommes par exemple, lorsque c'est la journée du droit des femmes, là, le 8 mars, ils vont dans la rue, ils offrent des bouquets de fleurs. Enfin, il y a une sorte de romantisme désuet, enfin, que l'on pourrait juger comme étant désuet d'un point de vue français, notamment parisien. Alors que c'est mignon. En fait, ça les rend très mignons, quoi. Et les femmes, c'est pareil. On a une vision très caricaturale et outrancière des femmes russes. Mais en fait, toutes les femmes que je croise sont extrêmement élégantes, très cultivées. Bon, alors peut-être que c'est le milieu que je fréquente. Hein. Évidemment, mon logiciel est faussé parce que je fréquente beaucoup le milieu un peu du showbiz à Moscou, puisque je suis là en tant que compositeur et scénariste, et pas du tout... Voilà, donc forcément, je vais pas voir la banlieue de Moscou, et je connais pas le peuple, voilà, le peuple un peu plus précaire. Donc ma vision est forcément faussée. D'ailleurs, ceux qui connaissent certains Russes, allez-y, complétez ma vision, hein, s'il vous plaît, je ne suis pas du tout un spécialiste. Mais les gens que je croise, il y a une très haute tenue humaine. C'est des gens qui se tiennent, quoi. Alors les hommes, ils se tiennent un peu trop parce que, pour eux, sourire, c'est mal vu. Alors les hommes s'entraînent à ne pas sourire, et ça me gêne beaucoup. C'est très gênant d'avoir des hommes qui sourient pas. Alors ils sont adorables, ils sont mignons, ils sont charmants, gentils, ils sont absolument pas violents. Ils se dégagent de Moscou vraiment de... La violence n'est pas là. Alors nous, on aimerait voir la Russie avec un logiciel politique parce qu'on ne connaît que ça finalement de la Russie, le logiciel politique. Mais les vrais gens, comme on dit bêtement, il y a vraiment beaucoup moins de violence qu'à Paris, hein. Infiniment moins de violence qu'à Paris, dans les rapports humains. Vraiment, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup ce peuple. Moi, j'aime tous les peuples du monde, hein, mais en tout cas, je suis assez... c'est étonnant, c'est fascinant. Voilà. En tout cas, pour ma génération, j'ai 37 ans. Il est parti, qui m'a dit ça? Alex, les Russes aiment faire la fête, en tout cas, plein d'enthousiasme, gros bosseur aussi, je crois, oui. Ah oui, les fêtes russes, c'est pas une légende. Hein. Ah, c'est pas une légende. Bon, la vodka y est pour beaucoup, hein, c'est évident. Mais alors, il y a un sens de la musique, du chant. Il y a un enthousiasme extrêmement fort. Finalement, je retrouve ce côté enthousiaste dans les pays maghrébins. Tunisie, Algérie. Il y a ce même enthousiasme pour la communauté,
pour les amis et pour la fête où on chante. J'ai vécu des soirées mémorables en Tunisie ou en Algérie, par exemple, avec quelqu'un qui joue de l'oud et on se met à chanter des tubes de Firouz ou de Kalsoum. Et c'est vrai que tout le monde chante, tout le monde pleure. Et je retrouve la même énergie comme ça autour de la musique, du chant et de la solidarité dans les pays maghrébins. Voilà. Tout le contraire des Vietnamiens, dit A. Ah oui, ça c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de musique chantée au Vietnam. Même si c'est un pays fascinant et extraordinaire. Mais au Vietnam, c'est vrai que la musique, enfin, il n'y a pas cette tradition de musique partagée dans des fêtes. Voilà. C'est pas pareil, c'est autre chose. Oui, il y a un truc vraiment dans les pays de l'Est, les rapports humains sont vrais, entiers, profonds. C'est vrai, Alma, on sent ça. Sarah, ça doit faire bizarre si un homme offre une rose dans la rue à une femme sans sourire. Oh, je pense qu'ils sourient, là, je les ai pas vus à l'œuvre. Alma, Fiesta, oui, Nathalie. Même avec de la vodka, ça ne les aide pas à sourire. Si, la vodka, ça aide. Mais c'est pas qu'ils ne sourient pas à l'intérieur, c'est qu'on leur a appris, c'est un peu ce que je dis dans le mot expliqué aux femmes, que le sourire n'était pas viril, quoi, tout simplement. Roselyne qui dit nous on est plus dans l'ennui dedans, pas le temps pour la coquetterie. Mais on a toujours le temps pour la coquetterie, c'est très important la coquetterie. La coquetterie c'est très profond. J'ai fait une philosophie de la coquetterie invitée par Nancy Houston au Petit Palais il y a quelques années où j'ai fait jouer ma mère qui joue au théâtre. Et elle incarnait une femme du XVIIIe siècle qui était contre la coquetterie. Et puis une amie, Eliane, qui venait du Brésil et qui, elle, vantait les mérites philosophiques de la coquetterie. Et ces deux femmes m'interrompaient dans ma conférence. C'était une sorte de mise en scène amusante. Nancy Houston voulait que je fasse ça. Et c'était vraiment génial. Et justement, c'était sur... Il y a quelqu'un qui monte, oui, parce qu'il travaille. Il y a des ouvriers qui travaillent et qui fixent la bâche en plastique. Voilà, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un sur l'échelle. Voilà, je finis mon steak et j'arrive. Je vous lis, hein, c'est passionnant de vous lire, c'est beaucoup plus intéressant. Je veux dire des sourires, oui. Ah oui, tu veux parler des Vietnamiens qui sourient pas? Bah, ils sourient, ouais, tu as raison, c'est l'opposé des Vietnamiens. Ah bah, la coquetterie, c'est passionnant. La coquetterie, c'est très profond comme sujet. On critiquait la coquetterie au 18e comme étant de la frivolité, visant le sexe et visant la séduction, mais à l'heure des selfies, à l'heure d'internet et de l'image, on est tous coquets. Même si je plaisante en disant j'ai une gueule de travers et voilà, je suis forcément coquet, je suis quand même un peu peigné quand je me présente à vous et je fais attention et je suis coquet dans le langage que j'utilise, vous voyez. La coquetterie est obligatoire, nous sommes dans le grand siècle de la coquetterie, avec les nouvelles technologies. Le siècle de la coquetterie a commencé en 2004 avec Facebook, il a continué avec YouTube en 2006. C'est le siècle de la coquetterie. Voilà. Et même jouer le non coquet est coquet. Parce qu'il y a une coquetterie de l'anti-coquetterie. Sans parler des grunge et compagnie. L'art est plus présent, oui. En tout cas, c'est sûr, c'est que Moscou déborde de théâtre. Déborde de théâtre et tout le monde va au théâtre. Les cinémas, c'est bien joli, mais il y a du théâtre. C'est incroyable cette tradition de théâtre. Il me semble que les femmes nous ramènent à l'ordre. Oui, t'as raison, t'as raison. C'est un sujet, mais oublié des hommes, alors qu'en fait, il n'y a pas plus coquet que les hommes du XXIe siècle de moins de 30 ans. La coquetterie, c'est fondamental. Franchement, je trouve ça super intéressant. Ça mériterait presque qu'on fasse un balbutiement spécial coquetterie après l'addiction. On peut être addict à la coquetterie. On va essayer de comprendre ce que c'est précisément la coquetterie. J'avais donné une définition, mais je ne la retrouve pas, je vais la retrouver. Je partagerai ce texte avec vous, je le lirai. Être coquet, ah c'est intéressant, hein. C'est fait. Alors, ça peut être perçu comme une grande politesse, faire attention à l'image qu'on donne aux autres. Et effectivement, Fanny, comme tu dis, ça peut être une norme. Ça peut être une immense norme et donc un conditionnement.
Peut-être que je vais trouver des addicts à la coquetterie. Et si vous en connaissez, faites les balbutier avec nous. On peut les inviter. Ça serait intéressant de trouver un homme ou une femme complètement coquet, qui passe une énergie folle à soigner son look. Je pense que ça s'appelle un adolescent, hein, tout simplement. Mais ça peut être intéressant. Le siècle de la coquetterie. Ça c'est sûr. Il n'y a jamais eu autant de photos et d'images qui circulent. Sur Snapchat et compagnie. C'est incroyable. Vous imaginez la quantité de photos? J'ai essayé de retrouver des vieilles photos de moi quand j'avais 15 ans, j'en ai plus. J'ai plus de photos de moi. J'ai disparu de la circulation entre 8 ans et 27 ans. J'ai très peu de photos de moi entre 12 ans et 27 ans. Et vous, peut-être que c'est pareil. Il y a des vieux albums familiaux qui jaunissent, mais c'est tout. Aujourd'hui, c'est un déchaînement. Bah, la coquetterie et la consommation font très bon ménage. Hein. Sans parler de la chirurgie esthétique. Hein. Au Brésil, du Brésil au Liban, vous avez une explosion de chirurgie esthétique pour tout, hein, les fesses, les visages. Regardez le nombre de stars qui se sont refait faire le visage. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est pas beau. C'est pas beau. Et elles ont toutes la même tête. Et c'est vraiment pas beau. Et pourtant, elles y vont. C'est quand même étonnant. J'ai l'impression qu'on leur met du crack dans leur cocktail quand elles vont visiter des chirurgiens esthétiques. C'est incroyable de dire oui à ce genre de visage. C'est bien ce que tu dis, Marie, j'aime bien. J'ai revu un film qui date de 20 ans et je suis stupéfaite par l'escalade de la sophistication aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans. Ah oui, c'est incroyable. Il y avait 3 coquettes, on aurait dit des clones. Là, c'est pas des coquettes, là, c'est carrément des addicts. Là. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la folie. Hein. C'est impressionnant. Les hommes ne sont pas comme ça à ce point-là, quand même. Elle devient une norme parce que le marché s'en mêle. Et dès que le marché s'en mêle, dès qu'il y a du fric à se faire, les marchands arrivent. Et dès que les marchands arrivent, ils veulent mettre en norme parce qu'ils vendent des produits standardisés et pas du personnel. L'opposé de l'optique marchande, c'est la désindustrialisation et donc la déstandardisation. Dès qu'il y a du fric à se faire, il y a une standardisation parce que c'est plus commode. Plutôt que de faire du sur-mesure, du luxe, du vrai luxe, de l'orfèvrerie, on fait du standard. Donc on fait la même gueule pour tout le monde, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas à perdre de temps avec des clients pour vraiment trouver le visage qui irait le mieux, etc. On fait de l'abattage. Voilà, parce qu'il y a de l'argent et le botox, c'est ça, tous les produits qui sortent, c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, les réalisateurs de films se plaignent de ces stars qui sont botoxées et qui ne peuvent plus exprimer les émotions. Leur palette d'émotions s'est réduite. Donc c'est vraiment contre leur travail. Non seulement c'est pas beau, mais en plus c'est contre leur métier qui est de pouvoir exprimer des émotions. C'est quand même hallucinant. Oui, la coquetterie de l'âme, je suis tout à fait sensible à ce que tu dis, Alex. Il y a une charmante coquetterie. Mais même physiquement, je pense que il y a une très belle coquetterie. Moi, il y a des hommes et des femmes qui, quand ils savent vraiment s'habiller et se trouver un look, ça les embellit vraiment et ça leur donne un aura, une intensité qu'ils n'auraient pas sinon. Donc la coquetterie, si elle exprime encore mieux la personnalité réelle, elle est intéressante. Mais la coquetterie qui vient étouffer la personnalité réelle sous des standards et des archétypes, des stéréotypes, elle est préjudiciable. Dans des moutruches, alors là je comprends pas. Pour la standardisation et l'industrialisation, il faut être deux, un producteur et un consommateur. Oui, mais tu sais très bien que le consommateur, on peut le manipuler quand même. Tu n'es pas naïve, Nathalie. Et donc le consommateur, il se fait allègrement manipuler par les milliards de dollars de la publicité. Donc, et par le train de vie des stars, par tout l'univers médiatique qui l'entoure. Donc le consommateur, c'est le dindon de la farce. Regarde par exemple comment les femmes veulent être maigres. D'où vient cette mode si ce n'est des publicités? Franchement, une femme toute maigre,
Il n'y a qu'en Occident qu'on trouve ces critères de beauté. Vous allez au Mexique ou vous allez dans le Maghreb, voilà, les femmes maigres, ne sont pas significatives d'une beauté hors de teinte. On a affaire à un portrait de la femme complètement photoshopé et on leur demande il y a des critères irréalisables et toutes les femmes cavalent derrière. Parce que toutes les femmes, hélas, qui sont victimes de ce système, de cette standardisation. Donc on a bien affaire à un lavage de cerveau. T'as raison, Alex, il y a de la délicatesse dans la coquetterie. Une sorte de délicatesse. C'est beau, hein? Ouais. Bon, je vais revenir un peu me voir, j'ai bien mangé. Voilà. J'ai pas fait le jingle, mais c'était bien bon, j'avais besoin. Alors, victime, oui. À un moment, dans le Follow Hebdo, je sais pas si vous suivez cette émission, il y a une page Facebook où vous pouvez aller voir des vidéos. Dans le Follow Hebdo sur François, je dis Nabila est une victime. Et tout le monde est mort de rire sur le plateau parce qu'ils adorent se moquer de moi. Et donc je disais Nabila est une victime. Alors bien sûr, elle joue avec les critères de la société. Et bien sûr, elle est pas innocente. C'est pas une victime innocente. Elle participe complètement au système, mais elle est aussi victime. C'est-à-dire que Nabila, quand vous regardez un peu son parcours, ça allait vers la délinquance, tranquillement, sûrement. Et puis un jour, elle se lève le matin et puis elle se dit non, j'ai un physique, je vais me faire de l'argent avec, je vais me faire du fric avec. Et donc, elle est victime en cela, vous comprenez, on peut être victime et à la fois, elle rend victime d'autres femmes puisque elle influence peut-être, j'imagine, quelques jeunes filles. Mais c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'on ne peut pas lui jeter la pierre en disant c'est elle le diable. Parce que quid des chirurgiens esthétiques qui font leur fric sur ces critères-là, quid de tous ces abrutis de publicitaires qui torturent l'image de la femme et qui ne comprennent pas le mal social qu'il provoque. Bah, on est en train de l'approfondir, Bolga, sois pas comme ça impatiente. On l'approfondit. Pourrions-nous nous revoir ta coquetterie, Vincent, c'est agréable de voir l'expression de ton visage. Voilà, j'y suis là. Il y a des pays où juste être beau, propre et une forme de respect. Ouais, bien sûr, t'as raison. Elle est victime et oppressante sans consentement. Ouais, mais je pense qu'elle est plus victime qu'autre chose, même si elle joue le jeu. Je crois pas que quelqu'un qui a vraiment une profession passionnante, intéressante socialement, je crois pas que quelqu'un se dise tiens, je vais jouer la Nabila. Tiens, je vais vendre mon image. Je crois vraiment qu'il y a l'idée quand même de pauvreté. Je crois vraiment que ce sont ceux qui se prostituent, ce ne sont pas les avocates et les médecins. Hein. Ceux qui se prostituent sont les pauvres. Je crois que là, Marx est assez incontournable. Voilà, on a beau critiquer Marx, il offre quand même une lecture qui me semble assez incontournable. La femme médecin, elle ne veut pas se prostituer, ou alors elle a un problème pathologique de dégradation d'elle-même, etc. Mais la femme qui est médecin, elle a vraiment pas du tout l'idée, tiens, je vais me prostituer pour le plaisir, ou je vais jouer dans des films pornographiques pour le plaisir. J'ai jamais vu de femme médecin se dire, tiens, je vais arrêter tout, ou alors il y a vraiment des problèmes de viol pas digérés et donc de répétition du traumatisme. Donc tous ceux qui nous vendent la pornographie et par exemple la prostitution, mais comme étant un choix, hein, c'est la grande mode depuis Ovidie, on a eu plein d'autres. Je suis une fille de Bourges et pourtant je me prostitue, bon, d'accord, mais arrêtons de rigoler, Tout ça derrière, il y a un seul truc à méditer, c'est la pauvreté. Donc Nabila avec un vrai job passionnant et des gens qui l'aiment autour d'elle, voilà, je pense qu'elle devient autre chose. Je viens juste de vous rejoindre. Salut Lulabi. Oui, Lulabi, j'aurais besoin de toi pour demain. On va parler un peu si tu peux rester encore connecté parce qu'il va falloir coacher les nouveaux. Les nouveaux venus qui demain, donc dimanche à 19h45 vont débarquer. Moi je serai pas là, enfin je regarderai mais je serai pas là. Et donc il faudra que tu les prennes en main avec Alex et avec des bons joueurs. Salut Gracia.
et voilà, donc on va en parler là si tu veux bien avant que j'arrête cette vidéo. Voilà, je comptais aussi faire cette vidéo pour ça. Ok? C'est une façon d'avoir plusieurs conversations en même temps. Alors Sarah a dit une chose pertinente. Oui, elle a surfé sur sa popularité, sauf qu'une fois qu'elle ne servira plus, elle finira comme les autres stars de télé-réalité. C'est triste, maintenant les youtubeuses ont repris le flambeau. Pourquoi il y a autant de Français d'origine maghrébine qui veulent faire des one-man show à votre avis? Pourquoi il y a cette mode où en banlieue, on essaie de faire des blagues, on essaie de faire des chats rigolos? Parce que simplement, ça fait gagner de l'argent, tout simplement. Jamel a ouvert une voie où on se dit, mais pourquoi pas moi? Et voilà. Et encore une fois... Excusez-moi, 2 secondes. Oui, certes. Yes. Через СП мороженое и ice cream есть. Fruits? What fruits? Ok pour demain sans problème. Lulabi, on va juste en parler toi et moi et puis tous ceux qui veulent plus tard. Donc reste en ligne, ne t'en va pas quoi. On en parle dans 20 minutes, une demi-heure. Alors zut, j'ai été coupé. Y a-t-il un diktat de la coquetterie où chacun détermine-t-il la sienne? Non, je pense qu'il y a la coquetterie est c'est quelque chose de très fondamental pour l'être humain. Quand on voit dans les sociétés, je dirais traditionnelles, la coquetterie, elle est là. Tatouage. Et d'ailleurs, la coquetterie des uns n'est pas la coquetterie des autres. C'est vraiment un phénomène de culture. On peut voir d'ailleurs des critères de coquetterie totalement incroyables d'une ethnie à l'autre en Afrique, par exemple. Hein. Je dis ethnie, mais je devrais pas dire ça. D'un peuple à l'autre. Ah, d'un peuple à l'autre. Nathalie, la différence entre les coquetteries et la superficialité, je pense, elle est naturelle dès que l'on s'aime un minimum et décide de se mettre en valeur, mais lorsque c'est pour se cacher ou autre, c'est moche. Trop addict à l'argent, trop d'addict à l'argent. Il y a eu le sport puis le showbiz. Pour sortir de la précarité, dans tous les cas, il faut quand même beaucoup travailler. C'est comme Omar Sy qui a également réussi. Merci pour tes conseils sur le bac de philo, j'ai réussi grâce à toi. Ellie, tu viendras me voir en juillet et tu me donneras ta note. Parce qu'il y en a qui... je veux vraiment démontrer. Excusez-moi, il y a une petite coupure. Je veux démontrer que cette méthode Waywood fonctionne, donc j'attends vos notes avec impatience. Selon le groupe social que l'on côtoie, on est coquet de la même façon. C'est quelque chose de fondamentalement humain, la coquetterie, qui est comme c'est fondamentalement humain, l'apparence qu'on montre aux autres, le souci des apparences, le souci de la beauté. Du coup, c'est l'objet du capitalisme, tout simplement. Aujourd'hui, on a une coquetterie prise en charge en normes et en industrialisation, en standardisation par le capitalisme, tout simplement. Cette immense grande tribu uniformisatrice. Donc voilà, faut pas trop chercher loin. La tête de Nabila, c'est pas de la coquetterie, c'est pas une coquetterie à la française ou à, je sais pas moi, à la marocaine ou je sais pas quoi. Nabila et ce qu'elle est, je prends Nabila mais je pourrais en prendre bien d'autres, c'est le produit du capitalisme. En cela, elle rejoint Beyoncé. C'est rien à voir culturellement. C'est cette sorte de sortie de la culture. Hein. Le capitalisme dégénéré, le néolibéralisme en fait, c'est-à-dire en réseau, dérégulé, standardisant. Voilà, c'est ce qu'on appelle ce que j'appelle le néolibéralisme. En fait, prend en charge les gens comme s'ils pouvaient remplacer la culture, vous voyez, politiquement. Et donc il n'y a plus besoin de culture. Vous voyez, ce que fait Beyoncé, même si c'est brillant, hein, j'aime beaucoup certains aspects de sa création, parce qu'elle prend les meilleurs et donc forcément ça fait des étincelles. Mais n'empêche que ce qui émane d'elle, on est dans du capitalisme. Elle est dans la culture même du capitalisme et du sexisme soi-disant féministe, mais qui est en fait la continuation de la pornographie sous d'autres supports, quoi. Non, la fin du capitalisme, Claude, signerait la fin de la coquetterie en plastique. Je critique la coquetterie en plastique, la coquetterie uniformisée. Voilà. Alors qu'on pourrait avoir des coquetteries différentes même d'un quartier à l'autre, dans les villes, ou d'un village à l'autre, ce qu'on avait avant le néolibéralisme. Aujourd'hui, la coquetterie, elle est mondiale. Beyoncé correspond à une sorte de coquetterie qui peut être importée au Japon, qui peut être importée en Suède, ou qui peut être importée en Afrique du Sud. Voilà. Fait partir des valeurs de charme, la coquetterie
Oui, mais c'est une belle valeur, la coquetterie. Encore une fois, je critique pas la coquetterie, je critique la coquetterie dictate, la coquetterie norme. Ah, là, on entre dans la philosophie, là. C'est bien, c'est intéressant ces causeries parce que on commence par parler d'un beefsteak et de Moscou et on entre tout d'un coup dans la philosophie et ça vous permet, vous, peut-être qui n'êtes pas familier à la philosophie, de voir quand est-ce qu'on bascule. Ouais, là, on vient de basculer. Les 10 dernières minutes, on vient de basculer dans un truc philosophique, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a une interrogation, mais il y a du doute. Et tout le monde doute, mais essaye de chercher. Alors qu'au début, on disait nos banalités, nos opinions, je pense que, etc. Et tout d'un coup, on bascule, voilà. Ce basculement-là, c'est ça, la philosophie dans la rue. C'est ça, la vraie philosophie. Et Socrate provoquait ça chez les gens. C'est-à-dire tout d'un coup, par un questionnement simple sur la vie de tous les jours, on bascule dans le doute qui fait jouir, la gourmandise de la connaissance, etc. Vive le romantisme désuet. Oui, t'as raison, Claude. La coquetterie, dit Roselyne, serait pour moi revêtir la tenue du personnage que l'on est censé jouer. Dans notre société, on fonctionne de plus en plus par groupe. Les jeunes, les seniors, les intellectuels, etc. Les classes moyennes disent ceci ou font cela. Le plus dur, c'est quand on change de groupe ou que l'on ne sait plus dans lequel aller. Ouais. Oui, mais la mise en tribu des gens, elle est artificielle à cause du néolibéralisme. C'est-à-dire que les publicitaires fonctionnent par segment de la population. Hein, la fameuse ménagère de moins de 50 ans qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Mais il faut des cibles, et il faut compartimenter les cibles. Et vous avez toutes les sciences humaines, la plupart, qui sont au service de ces publicitaires. Hein. Tous les gens, l'université est complètement au service, en tout cas dans les sciences humaines, au service des publicitaires. Plein de statisticiens et plein d'autres. Et donc, cette coupe réglée de la population alors, en créant des tribus, etc., c'est à la fois quelque chose de vrai, mais c'est tout de suite plastifié, j'aime bien le mot de plastifié pour montrer l'artificialité de la chose, plastifié par les communicants et les publicitaires, parce qu'ils ont besoin de cibles précises. Vous voyez ? Donc c'est artificiel aussi ce compartimentage. En fait, nous sommes dans une société où tout est compartimenté pour mieux être vendu et standardisé. C'est-à-dire que si j'ai une gamme de produits, je vais l'adapter à un public compartimenté. Et donc, en faisant ça, je renforce le compartimentage de l'humain. Et la vraie néo-résistance, c'est la sortie des compartiments. C'est-à-dire qu'il faut déjà en soi-même sortir, arrêter de se mettre dans des compartiments. Hommes, femmes, jeunes, vieux, végétariens, carnivores. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme compartiment? Chauve, pas chauve, blond, noir, blanc. Voilà, il y a plein de compartiments. Les races, entre guillemets, c'est-à-dire les taux de mélanine, hein, ça compartimente. Hein. Quand vous avez un certain taux de mélanine, vous êtes jugé comme noir. Mais il y a 1000 façons d'être noir sur cette terre. Hein, je veux dire, et pourtant, voilà, vous mettez un Zemmour, c'est un publicitaire, hein, tout simplement, et il voit noir et il dit noir égale culture. Non, noir égalerait aucune culture. Noir égale aucune culture. La culture nigériane n'a rien à voir avec la culture guadeloupéenne, qui n'a rien à voir avec la culture de certaines contrées d'Inde où ils sont noirs de peau. Ah, ça n'a rien à voir. Mais une vision néolibérale comme ça, de compartimentage, même si on critique le néolibéralisme, c'est une vision de simplification de la complexité humaine parce que ça rassure. En général, les gens qui font ça sont des gens qui ne sont pas rassurés existentiellement. C'est des gens qui ont peur de leur image et qui ont peur de leur statut d'homme viril ou leur statut de femme désirable. Voilà, ils sont eux-mêmes dans des clichés et ils ont peur de ne pas correspondre aux clichés. Donc ils en propagent, ils en véhiculent. Voilà. Et donc la vraie néo-résistance, la vraie philosophie, tout simplement, c'est aider les gens à sortir des compartiments pour choisir leur compartiment en fonction de l'ère du temps, en fonction de leur envie, en fonction de leur désir, en fonction de leur véritable culture éventuellement. Voilà, c'est le choix, mettre la liberté dans... On est obligé de se compartimenter, on a des groupes d'amis, on a des groupes de... Voilà, on est obligé d'adopter, on ne peut pas flotter dans l'espace du nomadisme à la Attali. Je veux dire, voilà, Jacques Attali, il est bien gentil, mais non, on n'est pas tout nomade. Et il faut un moment qu'on s'ancre. Mais il faut rester libre de pouvoir s'ancrer. C'est un peu, je résume un peu ce que j'essaie de développer en philosophie. C'est une liberté de s'aliéner. Voilà, et une liberté de se désaliéner. Vous comprenez? C'est compliqué quand même, parce que c'est deux mots paradoxaux. Hein, je peux choisir mes servitudes, mes allégeances, on va dire, parce que servitude c'est trop négatif. Je peux choisir mes appartenances, mes allégeances, mes loyautés. Mais je ne vais pas subir ce que Jodorowsky appelle les loyautés invisibles. Oui, des loyautés mais que j'ignore moi-même. Je peux être loyal à une culture sans même savoir, ou à une publicité, ou à une norme. Je veux dire, l'anorexie qui se fait vomir parce qu'elle se croit trop grosse, mais parce qu'elle veut ressembler au modèle féminin vanté par des publicitaires en général sexistes,
je vais pas dire homosexuel pour les créateurs de mode, c'est faux, mais il y a quand même quelque chose à sonder là-dedans. Alors je viens de dire un truc horrible, j'ai rien contre l'homosexualité et les homosexuels évidemment, mais il y a quand même une vision du corps féminin qui est compliquée. De toute façon, quand on voit les affiches du corps féminin, c'est ces femmes-enfants qui sont androgynes, en fait où le féminin a disparu. On a affaire à des sortes d'enfants fragiles alors qu'elles ont 30 ans, hein, des enfants fragiles, maladifs un peu, cette vision maladive du corps féminin. Il faudra quand même l'interroger un jour, hein, bien sûr. Excusez-moi ma sortie sur l'homosexualité, il y a des homosexuels qui adorent les corps féminins dans toutes les formes, donc je retire ce que j'ai dit, mais il y a quand même des choses à interroger là-dessus. Il faudra être plusieurs parce que je ne crois pas suffire. Oh, vous parlez beaucoup. Gracia, si le néolibéralisme marche à cause de ce besoin de faire partie du groupe, non? Oui, bien sûr. Nous souffrons nous-mêmes de cette compartimentation enfermement. Bien sûr, merci. Je dis merci parce qu'ils comprennent merci en Russie. Ah, c'est trop beau, je vais être obligé de vous montrer. Je vais être dans le compartiment. Je montre ce que je bouffe. Je suis désolé, mais je peux pas résister. C'est quand même trop tentant. Ne serait-ce que par provocation. Voilà, mes amis. J'ose même pas le manger tellement c'est beau. Voilà. Et franchement, voilà. C'est magnifique. Je crois que c'est une petite mousse de fruits rouges avec une petite glace et une fraise et un peu de menthe et une sorte de crumble, voilà. Je crois que c'est beau. J'en salive d'abord. Voilà, je vais me permettre de prendre quelques bouchées. Vous voulez que je vous filme le coussin ou je peux manger tranquillement devant vous? Je sais plus. En tout cas, vous êtes à fond. Les images dans les magazines sont touchées à mort. Ben oui, Lise, c'est criminel hein, de faire ça. C'est criminel de montrer des images retouchées sans le préciser. Je trouve que c'est criminel parce que ça influence des gens, et notamment des pauvres, et notamment des gens précaires, et notamment des gens qui n'ont peut-être pas les anticorps culturels pour voilà, les gens qui... Bof, Alma, c'est bien. Miam. Bon, hop. Ah. Ouais. Alex, je confirme. Vous voyez ce que je viens de faire? J'ai pas filmé ma bouche pendant que je prenais une bouchée. Ben ça, c'est de la coquetterie, quasiment instinctive. En fait, ça remonte au Moyen-Âge. Hein. L'idée que la bouche est à bout et que il faut mettre sa main dans la bouche. Le diable peut entrer. C'est culturel, hein. Mais voilà. Alors j'ose. Ah. Voilà. J'aurais peut-être la langue bleue, mais c'est pas grave. C'est encore très rare les femmes qui refusent le Photoshop ou les maquillages dans les magazines. Alors le maquillage, il y a tout un chapitre à faire sur le maquillage. Hein. C'est quand même hallucinant qu'on oblige les femmes de se maquiller et que les hommes ils peuvent s'en sortir comme ça. C'est quand même incroyable. Sans parler des talons aiguilles. Les talons aiguilles. Les talons aiguilles. Quelqu'un pourra m'expliquer à quoi ça sert les talons aiguilles? À part pour les fétichistes du pied ou des cuisses. Mais à quoi ça sert les talons aiguilles? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette démarche hésitante, cette femme qui, lorsqu'on veut la violer, ne peut pas fuir ou doit enlever ses chaussures? Parce que c'est quand même ça les talons aiguilles. C'est limiter la liberté de courir des femmes. Voilà. Les talons aiguilles, le maquillage tous les matins. Je crois que les femmes, vous avez un réflexe, c'est vous ne pouvez pas sortir de la maison sans vous regarder dans un miroir. Je crois vraiment que toutes les femmes, d'ailleurs, vous êtes 40 là, donc il y a peut-être 20 femmes, même plus, parce que sur mon Facebook, il y a plus de femmes. Donc vous êtes peut-être 30, mesdames. Est-ce que vous arrivez à sortir de chez vous sans jeter un dernier coup d'œil à votre miroir, de revoir un peu comment vous êtes dans votre robe ou voilà. Nous, on peut sortir. Nous, on peut sortir de chez nous. On regarde peut-être de temps en temps. Enfin, moi, plein de fois, je sors de chez moi, je ne me regarde pas dans un miroir. Il faut dire qu'il y a beaucoup de miroirs à Paris et que la moindre boulangerie vous offre votre propre reflet dans toutes les rues de Paris. Voilà. Donc c'est intéressant, hein, vous voyez, l'aliénation. C'est pas instinctif, c'est pas dans le cerveau, hein, ça. C'est culturel. Votre apparence, c'est là-dessus qu'on vous juge et c'est très très dur de s'en défaire. Toujours un miroir. Allez, racontez-nous. Oui, les talons hauts ont été inventés pour empêcher les femmes de sortir. Alors, dans un film, je ne sais plus lequel, José Garcia, qui n'est pas non plus très finot, raconte, enfin de toute façon c'est un film, c'est un personnage, raconte que les talons aiguilles c'est fait pour soulever
le popotin des femmes pour le mettre en valeur. Ben alors, raison de plus pour boycotter les talons aiguilles, qu'est-ce que c'est? Salut Elsa. On parle de beauté, de normes et de coquetterie. Coquette et je l'assume. Voilà, mais non, mais je suis pas en train de jeter la pierre sur quiconque. Hein. Je dis simplement que la norme du maquillage et la norme des talons aiguilles, nous, on n'a pas ces normes-là. Regardez par exemple, on peut ne pas être bien rasé. Enfin, on n'a pas ces normes-là vraiment. Alors peut-être qu'on a d'autres normes, mais c'est toujours des choses qui diminuent, qui rendent fragiles. C'est vrai, hein. On pourrait imaginer les femmes puissantes. Alors, raconte-nous nos normes. Oui, bien sûr, on a la norme de la tablette de chocolat, mais ça se voit moins. La tablette de chocolat, ça se voit moins. Ça se voit moins. Regarde par exemple, Elsa, c'est intéressant ce que tu viens de dire. On a la norme des épaules. Les hommes doivent être carrés. Hein, c'est une norme. Une vieille norme. Heureusement que ça change. Mais il y a quand même l'idée d'avoir des épaules un peu larges. Eh bien, on a inventé la veste. Quand vous portez une veste, ça cache un peu votre ventre. Donc même si vous avez un peu de bide, c'est vraiment caché, beaucoup plus caché. Et puis ça vous met des épaules carrées puisqu'il y a des trucs en mousse dans les vestes. Donc on a inventé un truc très simple, on enfile une veste et voilà, c'est fait, c'est réglé. Alors c'est vrai que c'est une norme. Porter la veste pour les hommes, c'est une norme. Moi je le déploie en conférence, moi-même j'en porte avec des épaulettes. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir m'en passer, mais dans les milieux que je fréquente en conférence, je sais pas pourquoi je porte des vestes, c'est vrai, je suis soumis. Je porte toujours des jeans par contre. Bon voilà, c'est ma petite résistance rebelle. Je porte jamais de cravate et je porte pas de jeans. Voilà, mais je porte des vestes, c'est vrai. C'est vrai que c'est... ouais, bah oui, voilà, c'est malin Elsa, bravo. Différence de coquetterie entre grande ville et province. À vous de répondre, je sais pas. Non mais c'est passionnant comme sujet. On va creuser ce sujet. On va vivre nu. Je crois quand même que les hommes s'en sortent mieux. On tolère vraiment tous les hommes. Les hommes connus, les hommes qui peuvent faire rêver les jeunes garçons sont des hommes de 60 ans, 70 ans, qui ont du bide, qui ont des rides, voilà. Je crois vraiment que... je crois vraiment que la femme, le modèle féminin de 30 ans, la femme de 25 à 30 ans, et encore c'est vieux 30, la femme de 25 ans, fine, avec des talons maquillés, c'est quand même plus contraignant. J'ai l'impression, enfin, détrompez-moi, j'ai l'impression que c'est très contraignant. Je lis vos messages. Bon, j'ai raison, c'est bien. Si Elsa dit que j'ai raison, c'est bien. Les hommes peuvent se balader torse nu. En plus, tu as raison Elisabeth, on peut se balader torse nu. Alors que c'est très appel sexuel quand même de voir des tétons d'hommes. Mais les tétons d'hommes, on a décrété que c'était pas... Hein, les abdos des hommes, c'est pas sensuel, c'est pas sexuel. Par contre, les seins, oui. Claude, mon fils de histoires aime bien mon bidou. Bah oui. Non mais moi j'ai rien contre, hein. C'est plus toléré. Je veux juste simplement dire que c'est entré dans les normes, il n'y a aucun problème. Oui, l'esthétisme, on parlait de coquetterie. T'as raison Elsa. Les hommes sont plus avantagés, c'est pas juste. Et en plus, nous on n'a pas nos règles. Hein. Excusez-moi, mais franchement vous morflez, hein, les dames. Hein. C'est bien d'être un mec. Non mais ça doit être très bien d'être une femme aussi. Vous êtes quand même plus futé que nous dans la moyenne et vous êtes beaucoup plus proche des émotions. Je pense qu'au final vous avez quand même plus de chances d'avoir des vies intenses en termes émotionnels. Et on a des vies émotionnelles aussi nous, mais on a vraiment des normes de mise... Alors, Lucie, parler du physique idéal et d'anorexie en dégustant un dessert luisant de sucreries, c'est original. En tout cas, ma coquetterie à moi, c'est de mesurer 1,56 m
Et ne jamais porter de talons. Ah oui, c'est vrai que ça a grandi les talons, j'ai oublié. Faut voir. Et ne jamais porter de talons. Je suis moi-même. Bah, t'as bien raison, Lucie. Et oui, je mange des sucreries. J'adore ça. Mais je me calme, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un bon dessert comme ça. On est plus belle à l'intérieur. Ah, ça vous éclate ce sujet en tout cas, c'est bien. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est un sujet fondamental qui gouverne nos vies. Et il n'y a qu'une catégorie d'articles intelligents qui sortent, c'est dans les magazines féminins. C'est quand même incroyable. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est une discussion de magazines féminins. On pourrait le qualifier comme ça pour la disqualifier, alors que c'est une discussion fondamentale. Vous comprenez? Mais nous, les hommes, on parle de politique, on parle de marche du monde, alors que c'est fondamental. Tout le monde a une grande histoire avec la coquetterie, avec ses évolutions, etc. Et on qualifie de discussion de magazine féminin des choses aussi fondamentales. Vous avez vu? C'est aussi une façon pour les hommes de ne jamais remettre en question le modèle, ce qui nous arrange. C'est quand même arrangeant d'avoir des petites poupoules bien maquillées à la maison qui peuvent pas courir dans la rue et qui ont des talons aiguilles, mais qui sont... C'est quand même super pratique pour nous. Voilà, donc... Parce que le but du jeu, c'est quand même ça, c'est de vous aliéner pour vous exploiter. Hein, faut pas délirer. Le but du jeu, c'est de faire des femmes, de faire valoir des hommes, des assistantes à la maison, des qui s'occupent des enfants, voilà, tout en mentant, manipulant, faisant semblant d'être dans l'égalité, etc. Oh Lucie, ça me fait pas peur. Tu sais, moi j'ai un rapport plutôt cool avec ça. On peut être addict au sucre et il faut lire le magazine féminin en cachette. Claude, bien. Bon résumé. Les femmes aussi parlent de politique, mais on ne les prend pas au sérieux. C'est vrai. C'est vrai. Je sais courir en talons, monsieur Alma. Ah, t'es forte, Alma. C'est super. Oui, les femmes parlent de politique. En fait, vous avez compris, je me mets du point de vue voilà, Mais quand les femmes parlent de politique, on ne croit pas à ce que vous dites parce que vous avez une voix de femme. Et on a appris que la voix de femme était moins crédible que la voix d'homme. C'est dommage, hein. Et même si vous êtes une grande scientifique, enfin, vous avez fait vraiment des recherches, des livres, votre voix, si ça reste une voix vibrante d'émotion, on n'y adhère pas. Il faut vraiment que vous ayez une voix dure, sévère, professorale, qui joue le jeu des hommes, une voix phallique en fait. On n'écoute que les voix phalliques. C'est pour ça que les quelques intellectuels qu'on a, on dirait, voilà, il y a peu de féminité, quoi. Enfin, un peu de féminité, il y a peu de joie de vivre dans leur voix. La plupart du temps, il faut singer un homme. Il faut singer un mâle pour être crédible dans un aéropage de mâle en train de discuter de choses importantes. Voilà. Et puis enlever bien sûr tous les signes de coquetterie. Il ne faut surtout pas être trop coquette. C'est ce qu'il faut. Une coquetterie pour les hommes. C'est terrible. Quand on réfléchit à ça, c'est juste terrible. Les hommes ont peur des femmes et qui se débrouillent toutes seules, tu as raison. Bah oui, c'est notre hantise en fait. C'est la seule hantise. Une femme qui se débrouille toute seule. Donc il faut vraiment leur mettre dans la tête. Et la société le fait très bien. L'idée qu'elles ont besoin d'un homme pour être épanouies. C'est vraiment le truc qu'il faut leur mettre dans la tête. Parce qu'en fait, elles n'ont pas besoin d'un homme pour être épanouies. Voilà, elles ont peut-être besoin de plein d'hommes, mais pas d'un homme. Et donc voilà, donc on vous met, mesdames, dans la tête. Tu as besoin d'un homme pour être vraiment toi. Tu as besoin d'un homme pour être vraiment toi. C'est pour cela qu'on défend la parité, c'est pour changer. La parité, tu l'auras jamais, Roselyne. Je te le dis tout de suite, on n'est pas prêt à lâcher le gâteau. On n'est pas prêt de lâcher le gâteau. On n'est pas prêt du tout de lâcher le gâteau. Alors quand il y a une homogénéité sociale comme en Finlande ou dans les pays nordiques, c'est beaucoup plus facile, mais là, il n'y a pas d'homogénéité du tout sociale. En France, voilà, tu n'auras aucune parité. On gagne trop d'argent en vous arnaquant tous les mois. On gagne trop d'argent
on gagne trop de prestige en vous écrasant la parole, en disant que vous êtes ridicule parce que vous avez une voix de femme. Au nom de quoi on va jouer la carte de la parité? Non, si vous ne vous révoltez pas vraiment, vous n'aurez pas la parité. Je n'y crois pas. Bon. Vous pourrez trouver des hommes comme votre serviteur qui pourront se révolter avec vous, mais jamais on vous laissera croquer dans un gâteau qui nous appartient depuis des siècles. Vous rigolez ou quoi? On fera semblant. Comme les partis politiques, on fera semblant. On payera des amendes, voilà. On invitera des conférencières le 8 mars. Voilà. Le 8 mars, il n'y aura que des femmes à la télé. Hein. Dans les débats, il n'y aura que des femmes. Parce que on fout-toi bien ça. 12 000 € par mois entre deux cadres, hommes-femmes, au même travail. 12 000 € par an, je veux dire, de différence de salaire. C'est quand même, on ne va pas lâcher ça. Nous, on n'est pas coq du tout, Alma. On vous arnaque. C'est un hold-up. C'est un hold-up organisé. C'est juste un hold-up. On vous prend du fric et du prestige. Et en plus, vous torchez nos enfants et vous vous occupez de tout ce qu'on ne veut pas parce que c'est pas prestigieux. Voilà, dès qu'il y a des corvées domestiques, vous devez vous les farcir parce que c'est des corvées qui ne sont pas prestigieuses. Ah oui, c'est voyou, tu as raison Alma. L'inconscient collectif qu'il faut changer le discours, mais non, l'inconscient collectif, va dire à un homme de 50 ans, partage ton fric avec... Tu vois bien comment les couples divorcent. Le mec s'en sort toujours avec une nouvelle nana et plein de fric en banque qu'il a pu mettre tranquillement de côté. À chaque fois, c'est ça les divorces. Le mec a mis plein de fric de côté. Voilà. Et comme la femme s'est occupée beaucoup plus de l'enfant malgré elle, enfin, c'était pas prévu au départ, du coup, sa carrière, elle est moins montée. Elle est moins montée dans sa carrière. Alors que l'homme, quand il divorce, il a fait plein de fric, il est monté haut dans la carrière, il profite de l'enfant, c'est magnifique. La journée de la femme, c'est vraiment... Quelle andouillerie ce truc. Je comprends pas comment les femmes ne se révoltent pas là-dessus. Tout le monde y va de son couplet. Oh les femmes c'est important comme... La journée des droits des femmes. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Que vous puissiez tolérer ça franchement. Franchement. C'est good. Thank you. C'est possible. Nathalie, tu la ressens pas cette différence homme-femme, mais les sociologues la ressentent très bien et peuvent la quantifier. Donc lis quelques livres de philosophie et de sociologie, lis Dominique Méda et d'autres, et tu verras que c'est très quantifié. C'est pas une question de ressenti, c'est une question de chiffres. Voilà. Évidemment, c'est les femmes pauvres qui trinquent beaucoup plus que le reste, hein, évidemment. Il y a la fête des mères, dit Claude. La journée de la femme vient des pays de l'Est. Ah oui ? Ouais, mais alors on l'a instrumentalisé. Moi, ce qui me fait marrer, c'est les débats entre femmes. Ouais, c'est ça qui me... La journée de la femme, c'est que des femmes qui parlent entre elles. Voilà. Tout d'un coup, on invite les femmes là où elles n'étaient pas invitées du tout. C'est n'importe quoi. Je comprends pas comment les femmes ne se mettent pas en colère. C'est... Comment elles ne cassent pas, comment elles ne sont pas des casseuses d'agences de publicité. Je comprends pas comment vous ne mettez pas le feu à des... Enfin, pas le feu, on va pas inciter à mettre le feu, c'est au sens symbolique que je l'utilise. Mais comment vous ne gribouillez pas des affiches et vous montez pas des groupes d'intervention anti-publicitaires votre image est tabassée à longueur d'affiche et il n'y a aucune femme qui se révolte. Aucune femme n'arrive à percer la couche médiatique pour imposer une parole. Et tous les groupes de pseudo-féministes sont chapeautés par des mecs du PS ou des mecs... voilà, donc en fait c'est juste une mascarade politicienne électoraliste. C'est étonnant, l'absence de colère des femmes est un truc qui me sidère. Alors c'est sûr que ça râle sur les réseaux sociaux, mais là ce qu'on fait ça sert strictement à rien. Ce qu'il faut c'est crayonner des affiches, faire des articles et des blogs anti-publicité, aller manifester, se bouger les fesses, sans talons ou avec talons. On était là pas tous des fémènes. Bah oui, moi j'aime beaucoup les fémènes. Et je trouve que c'est le minimum syndical les fémènes. La journée de la femme n'existe pas. C'est difficile de se révolter sans entrer dans la dureté. Mais pourquoi tu ne veux pas entrer dans la dureté, Marie? C'est tellement rigolo d'entrer dans la dureté. Puis les hommes sont tellement lâches que tu râles un peu, ils vont comme des rats qui quittent le navire. Les sexistes, pas tous les hommes, mais les hommes sexistes sont des grands lâches. Ils doivent cacher leur sexisme. Et donc c'est comme les racistes qui doivent cacher leur racisme. Donc c'est facile de se confronter à eux. C'est tellement amusant de voir un pur sexiste qui se fait éclater par une femme. Qu'est-ce que j'en rêve de ça, de voir 2-3 vidéos YouTube une députée à l'Assemblée nationale qui se fait traiter de dinde.
eh ben elle met une claque dans la tête du député. Pourquoi elle met pas une claque? Pourquoi elle va pleurnicher devant les caméras? Pourquoi elle met pas une claque? Ça va, elle peut prendre un peu de risque, elle aura une petite amende, c'est pas grave. Après tout, il l'a traité de dinde. Une bonne claque dans la gueule à un moment, ça fait du bien. Je comprends pas pourquoi les femmes qui ont ce pouvoir d'être députées, c'est-à-dire qui ont quand même une valeur politique intéressante, en tout cas en termes de représentation, se pleurnichent quand elles sont traitées de dinde. Mais tu te retournes et tu leur craches à la gueule. Ça a de la gueule. Ça aurait de la gueule. Avec des caméras, tu fais un gros mollard et tu les craches dans la gueule au mec. Ce serait intéressant. Pourquoi elles font pas ça? Pourquoi elles pleurnichent toutes là? C'est étonnant. Je suis étonné par les gnangnans, les gnangnans cucu, la praline, quoi, des femmes qui, alors que celles qui sont dans la rue et qui doivent vraiment faire face à des insultes sexistes, là c'est très très dur pour elles. Mais une députée, elle risque quoi franchement? Une députée, on la traite de dinde. Mais là c'est des coups de poing dans la gueule même. Enfin bon, excusez-moi, je m'emporte un peu trop. Mais une bonne claque, non, pas coup de poing, non, pas violence. Peace and love. Une bonne claque dans la gueule. Une bonne paire de claques, rien de tel pour te remettre dedans. C'est du zen en snack, c'est vivifiant comme l'onde claire. Une bonne paire de claques, rien de tel pour faire circuler le sang. C'est génial, hein, c'est Tété qui chante ça. Oh là là, qu'est-ce que ça passe dans ma tête quand j'entends les petits bobos de soi-disant féministes qui ont pignon sur rue, ou qui risquent rien, et qui ne font pas leur boulot, parce que ce sont les petites copines d'un mec qui est au cabinet d'une ministre, ou d'un mec qui est à France Télévisions. Parce qu'il y a plein de féministes qui naissent, on se dit mais d'où elles sortent? En fait c'est juste la copine du mec qui est à France Télévisions. Et elles font des émissions de télé, on les reçoit, bonjour, ah vous êtes féministe? Ah bah oui je suis féministe, la cause des femmes ça m'importe. La nana elle vient de nulle part, elle est juste la bobonne d'un mec qui a du pouvoir. Et ça il y en a plein, hein, des féministes comme ça, mais il y en a trop. Ah non vraiment, il faudrait créer une sorte d'armée féministe qui défonce tout quoi, qui défonce tout. Bah les Femmes c'est bien, les Femmes c'est très bien. Mais rejoignons les Femmes alors. Enquêtons un peu sur elle quand même, de voir d'où vient tout ce fric, mais elle me semble en tout cas... Tu as une bière Vincent? Non, j'ai de l'eau pétillante, très chère. Tout ça je le dis sobrement et en toute délicatesse. Gynophile, mais aussi androphile quand les hommes sont bons et quand les hommes sont féministes, enfin quand les hommes sont contre les injustices, je les aime. Il a raison Tété, ah il est génial Tété. Quelqu'un peut poster la chanson de Tété là en lien, que tout le monde puisse se régaler. J'aimerais que tout le monde écoute la chanson de Tété là. Quelqu'un trouve ça sur YouTube, ceux qui ont un ordinateur, vous trouvez ça sur YouTube et vous nous la postez. Alors les Femmes, elles sont très bien, mais je trouve que ça manque de discours, de profondeur politique. Je trouve qu'elles sont trop dans l'activisme et pas assez dans le discours politique. Enfin, il y est, mais le discours politique est rendu inaudible par leur activisme qui court-circuite les canaux médiatiques. Et il manque en fait de la philosophie chez les Femmes, je trouve. Alors, elles sont très intelligentes, hein, c'est pas du tout ce que je dis, elles réfléchissent tout ça, mais il faudrait mettre en avant le discours politique, le discours philosophique même de leur combat. Ce que je fais dans ce sens, moi, dans ce sens, dès que je peux inviter des femmes, je les invite à des postes de visibilité intellectuelle. Il suffit de voir nos balbutiements. J'ai pour l'instant invité peu d'hommes, voire aucun. Dans ma collection de philosophie chez Larousse, j'ai invité autant de femmes que d'hommes pour faire des livres de philosophie avant-gardistes. Dans mes index, quand j'écris des livres, je fais un effort énorme pour trouver des femmes à citer. Donc il y a mon livre sur l'ambition par exemple, il y a plein de portraits de femmes. C'est volontaire, hein, il faut les chercher, il faut les mettre en avant. C'est beaucoup plus simple de prendre des hommes. Depuis maintenant plus de 6 ans, je dénonce tout ce que je viens de vous dire là, c'est dénoncé dans mon livre L'homme expliqué aux femmes, qui est quand même maintenant une référence. C'est un best-seller et c'est une référence dans tout cet univers-là. Je fais beaucoup de conférences avec ce livre. Voilà, concrètement, ce que je fais en tant qu'intellectuel. Et puis dans tous les plateaux télé, je tiens ce discours-là, que j'argumente et que je défends. Oui, c'est vrai, t'as raison Elisabeth. Les Femmes s'attaquent directement au Front National.
Et ça, c'est aussi excellent. C'est aussi excellent. Après, il y a un antiféminisme très profond chez les femmes, il faut quand même le noter. Hein. Chez les hommes, bien sûr, mais chez les femmes aussi. Hein. Il y a plein de femmes qui sont antiféministes. Parce que la liberté que s'arrogent certaines femmes les met face à leur propre soumission. Et ça, c'est insupportable. Donc, il y a plein de femmes antiféministes qui ne supportent pas la liberté de femmes qui revendiquent leur liberté. Parce qu'elles, elles ont renoncé. Ces femmes antiféministes ont renoncé à leur liberté. Elles ont renoncé, elles ont abdiqué devant le pouvoir phallocratique, elles jouent le jeu. Et elles ne supportent pas que des femmes n'aient pas renoncé. Voilà, c'est tout simplement ça. Et donc, dans les conférences, moi, que j'ai pu faire, il y a plein de femmes qui sont hostiles à un discours comme je peux tenir, même quand je provoque pas. J'aime beaucoup provoquer, c'est un grand plaisir de provoquer parce que les chiffres sont tellement écrasants et parlent tellement d'eux-mêmes qu'on peut y aller avec une forme d'irrévérence et d'insolence. Et de toute façon, il faut être insolent quand on aborde ces questions, il faut être sans pitié, il faut faire trembler la salle, il faut que les hommes se sentent mal à l'aise. On ne peut pas faire un discours si les hommes, attention, hein, les hommes phallocrates, pas les hommes féministes, mais les hommes phallocrates doivent se sentir mal à l'aise. La jalousie féminine, c'est même pas ça, Lise. C'est la jalousie de personnes esclaves envers les gens libres. On la retrouve partout, cette jalousie. On la retrouve chez Nicolas Sarkozy, on la retrouve chez plein de gens. Hein, des gens qui ne supportent pas parce qu'ils ont renoncé à leur liberté ou à leur... regardez le mariage, les trucs anti-mariage pour tous. Tous les mouvements sociaux là, anti-mariage pour tous. C'est des gens qui ne supportent pas la liberté des autres. On ne leur demande pas de devenir homosexuel, on ne leur demande pas d'adopter des enfants. Mais ils ne supportent pas que d'autres puissent avoir ce droit-là. Et c'est exactement ce genre de jalousie-là. Voilà, je m'enferme dans des modèles qui restreignent ma liberté et je ne supporte pas que d'autres refusent d'être enfermés. Je ne supporte pas. Et donc, le mariage pour tous qui donnait des droits en plus, sans retirer des droits existants, parce que c'est comme ça donne des droits en plus sans retirer des droits existants, eh bien, on va le critiquer parce que ces droits en plus, c'est insupportable. Ça va aller avec des gens qui ne sont pas dans un modèle traditionnel, bourgeois, voilà, et qui réinventent autre chose, voilà. Mais je ne me sens pas représenté par les fémènes, car on ne devrait pas être obligé de passer par cet affichage de nos corps, les femmes aussi. Mais peu importe, le but c'est pas que c'est un moyen d'activisme. Voilà, enfin bon, elles sont pas à poil, hein, elles montent pas leurs fesses, hein, ça va, elles montent leurs seins, et c'est des seins qui sont pas sensuels, hein, excuse-moi, mais elles montent leurs seins, t'as pas du tout envie de toucher les seins des fémènes, hein, je veux dire, elles sont tellement en posture de guerrière et d'amazone. C'est les Amazones, je les appelle les Amazones dans mon livre, avant même qu'elles existent d'ailleurs, dans mon livre Je t'aime, une autre politique de l'amour. J'en appelle aux Amazones dans ce livre, hein, quand même. C'est-à-dire à des femmes qui sont sans aucune pitié concernant le féminisme. Un féminisme de combat, de front. Un féminisme de front. Et des hommes peuvent faire partie de ce féminisme-là. Je vous dis, il faut créer une armée... le mot est un peu militaire, mais un front intellectuel et activiste pour briser cette ignominie et ces injustices. Peut-on sortir de cette société? Vous avez vu comment on évolue? On parle de la coquetterie, hop, talon aiguille, et hop, on entre dans le féminisme. C'est beau, hein, comme causerie. C'est très très joli. Peut-on sortir de cette société phallocratique? Il n'y a qu'à regarder les jouets de garçons. Ah oui, les jouets, on en a parlé avec un marchand de jouets. Vous vous rappelez un peu cette causerie-là, récente? Le mec, il disait, c'est incroyable, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, on n'en a jamais eu autant. Jamais eu autant. La religion, bon Agnès, il n'y a pas que la religion. La religion, bien sûr, dessert les femmes, mais il n'y a pas que la religion, c'est simplement la pensée réactionnaire, conservatrice. Il s'agit de conserver le pouvoir phallocratique, tout simplement. Donc, bien sûr, la religion aide le pouvoir phallocratique, c'est évident, mais on peut très bien ne pas avoir de religion et dire quand même qu'un mec c'est un mec et que voilà, une femme doit rester bobonne à la maison. Pour moi, elles devraient mettre un peu moins leurs seins, mais on s'en fiche des seins, car je ne crois pas que ça sert leur cause, ça fait fuir certaines qui sinon seraient davantage à l'écoute. Mais non, mais les seins c'est ce qui fait qu'elles sont... Les seins c'est ce qui fait qu'elles n'appartiennent pas au PS. Sinon, c'est le PS qui va tout de suite leur sucer la moelle. Donc voilà, parce que justement, c'est anti-bourgeois, parce qu'elles affichent un activisme anti-bourgeois,
justement, elles ne peuvent pas être récupérées par un nombre incroyable d'associations bourgeoises. Et la bourgeoisie, telle que je l'entends, est une bourgeoisie évidemment un peu réactionnaire, en tout cas phallocratique. Donc justement, c'est heureusement qu'elles montent leurs seins, des seins encore une fois avec plein de slogans dessus, voilà. Et puis c'est une façon aussi d'être peu nombreuses, mais de percer la couche médiatique, ça marche. Donc non, moi je bravo pour les seins des femelles, il n'y a aucun problème. Ça, c'est aucun problème. C'est cette qualité de violence symbolique. Voilà, c'est une armée symbolique qu'il faut créer. Il faut attaquer la superstructure de la phallocratie, du communautarisme masculin. Et donc pour ça, il faut que ça soit symbolique. Vous savez, hein, mon discours, il a été évidemment très mal pris par beaucoup de monde. Hein, et j'ai perdu pas mal de contrats, de conférences. Et voilà. C'est une posture, on me l'a fait payer cette posture mais je la tiens depuis 6 ans, mais je dis pas ça pour dire je suis un héros, etc. Pas du tout ça. Mais je veux dire, c'est pas évident. Ce que je veux vous dire en disant ça, c'est qu'il y a des mesures de rétorsion et des mesures de violence. Il y a des ripostes violentes par rapport à un discours qui sortirait du complexe d'Adam. C'est jamais de ma faute, c'est la faute à Ève, quoi. Des femmes vis-à-vis de leur liberté, oui. Je ne les écoute pas lire, je suis interloqué. Il existe front, mais il n'est pas public. Ah, justement, les féminines, elles le rendent public parce qu'elles sont médiatisées. Et elles visent que des attaques symboliques. Hein. Que des attaques symboliques. L'avenir des femmes appartient aux femmes. Non, je suis pas d'accord. L'avenir des femmes appartient à tout le monde. Moi, si j'ai une fille un jour, l'avenir des femmes, il me concerne. Je ne dis pas il m'appartient, mais il me concerne énormément. Et voilà, donc n'importe qui, vous avez des enfants, vous laissez un monde futur, la place des femmes, vous êtes totalement responsable. Et moi je suis contre ceux qui disent je suis un homme donc je peux pas être féministe, ce que dit mon ami Patrick Jean. Moi je suis contre cette posture. Je suis un homme donc je suis féministe, j'ai presque envie de dire ça. Hein. Je suis un homme qui veut la justice donc je suis féministe, ça devrait être un devoir d'être féministe en tant qu'homme. Un devoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme si parce qu'on a un truc qui pendouille entre les jambes, ça nous empêche d'avoir une position sur la justice et l'injustice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Faut arrêter avec ce truc qui pendouille entre les jambes. Ça définit personne. Ça définit personne. Ça permet juste de pisser debout. Alors il y a nuit debout et là je pisse debout. Ça sert qu'à ça. Le reste, la chirurgie peut tout remplacer. Il y a des sextoys, il y a tout ce qu'on veut. Alors, on en a fait tout un truc de ce petit truc qui pendouille et qui permet de pisser debout avec un jet multidirectionnel. C'est vrai que ça, mesdames, vous n'êtes pas avantagées. Mais c'est tout, c'est que ça. Et au nom de ça, on va diviser l'humanité en deux. Un petit truc qui pendouille, qui permet de faire pipi debout, et ça y est. Qu'est-ce que ça veut dire? Alex. Au jeu de cartes la bataille, apprendre à nos enfants qu'il y a bataille quand un roi et une reine sont face à face. Très intéressant de jouer ainsi. Ah, c'est pas mal, ouais, que le roi ne vale pas plus que la reine. Très bien. Oui, c'est vrai. J'y avais jamais pensé, Alex. J'y avais jamais pensé. Le féminisme de combat, pour moi, c'est notre douceur, notre bienveillance. Ouais, bah c'est ça. Continue, Nathalie, à être douce et bienveillante. De toute façon, ça s'appelle être douce et bienveillante. Non, mais tu rigoles ou quoi? Mais Nathalie, 80% des pauvres sur cette planète sont des femmes. 80%. Voilà. Et je pense que si tu calcules le nombre de meurtres et le nombre d'exactions atroces commises sur cette planète, je crois qu'on atteint les 92% d'hommes. 92% d'hommes. Donc on a un système phallocratique qui est dangereux pour l'avenir de l'humanité. Je ne vois pas trop de femmes en train d'exploiter les ressources fossiles et en train de pourrir la planète. Je ne vois pas trop de femmes à la tête d'immenses pays qui vont lancer des bombes. Hein, je ne vois pas trop de femmes parmi les serial killers. Il y en a quelques-unes bien sûr, mais beaucoup moins que des hommes. Et donc cet immense flot de sang est le fait principalement des hommes. À un moment, il va falloir en tirer des conséquences politiques. Luce Irigaray ou André Michel, André Michel sont des féministes qui vont dans ce sens-là. Hein. André Michel que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré, hein, qui a montré les liens entre le patriarcat, la phallocratie et le complexe militaro-industriel. André Michel, il faut lire son livre, André Michel. J'ai oublié le titre de son livre, mais un livre chez l'Harmattan, très beau.
Ah oui, avec une fémène, ça serait bien. Enfin, ça serait super, très bonne idée, Elisabeth. Un balbutiement avec une fémène, c'est super. Ouais, les Amazones. Un homme dont je suis féministe, mais je laisse les femmes être activistes. Eh bien, Fanny, c'est bien dommage. C'est bien dommage, on peut être activiste. Moi, comme tous les hommes sont concernés parce qu'ils peuvent être connectés à des jeunes femmes, à des mères. Voilà, on a tous des mères. Donc pourquoi le féministe, ce serait on a tous des mères. Voilà, c'est tout. Et on peut tous avoir des filles. Voilà, donc arrêtons quoi. Arrêtons avec ce côté. Moi, j'y touche pas, je suis un homme. Oui, je fais pipi debout, et alors? N'importe quoi. Quelle différence. Il y a des hommes qui sont des monuments de sensibilité, de douceur. Voilà, et qu'ils aient un haut taux de testostérone ne change rien à leur douceur parce qu'on est des êtres de culture, contrairement à ce que disent tous les abrutis scientifiques et neurobiologistes. Voilà. Donc on est des êtres de culture. Il y a des femmes qui sont extrêmement violentes et extrêmement vindicatives, et il y a des hommes qui sont extrêmement doux. Donc qu'est-ce que ça veut dire de distinguer homme-femme? Qu'est-ce que ça veut dire de distinguer homme-femme? Oui, effectivement, on a du poil qui pousse, mais prenez quelques hormones, mesdames, et vous en aurez aussi. Hein. Voilà. Et même le jet directionnel, vous pouvez l'avoir. Je suis sûr que la chirurgie fait des miracles. Il n'y a aucune différence, profondément. C'est que des différences culturelles. Mais voilà, prenons conscience que tout ça, c'est de la culture. Hein. Il n'y a pas de différence. Et c'est très bien qu'il n'y ait pas de différence. Un homme peut tout être, y compris une femme, et une femme peut tout être, y compris un homme. Alors après, chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il est, mais et ce qu'il désire. Trop drôle, je pisse debout, c'est tellement vrai, c'est aussi la force physique qui donne le pouvoir aux hommes. On est fait de 50% femmes. Oh non, Alex, arrête avec ces conneries. Il n'y a pas de féminité ou de masculinité, c'est ça que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas de féminité et de masculinité. Cette idée débile de dire... excuse-moi Alex, hein, c'est pas contre toi, mais j'entends toujours ça, là. Toujours ce truc de... l'homme qui accepte sa féminité. Mais arrêtons avec ça, il accepte... Alors je vais être tendre, je vais être doux, et je vais accepter ma féminité, mais au nom de quoi c'est de la féminité? Ça s'appelle l'humanité, mes amis. C'est de l'humanité, j'accepte mon humanité. Qu'est-ce que ça veut dire que tout d'un coup, si je suis doux, c'est ma féminité? Ça veut rien dire. Et une femme qui va gueuler dans la rue va être masculine? Au nom de quoi? Elle est humaine. Parce que gueuler c'est être humain. Pour arrêter avec ce partage féminin-masculin, c'est ça qui nous fout dans le panneau. C'est ça qui nous plante, c'est cette idée qu'on a dû faire. Alors c'est Jung qui a pourri la tête, mais Jung était un nazi, hein. N'oubliez jamais que Jung était très ambigu avec le nazisme, d'accord? C'est fait pour Jung, on n'en parle plus. Hein. Regardez un peu ce qu'il était en 1935, Carl Gustav Jung, et vous verrez. Arrêtons avec cette part de féminin, d'animus et anima, arrêtons. Il n'y a pas de féminité, il n'y a pas de masculinité, il y a des êtres humains qui s'organisent comme ils veulent en fonction de leurs désirs et de leur culture. Ah, ça fait du bien. Juste 8 minutes avant la fin. Ah, c'est passionnant les causeries. Il y a une quinzaine d'années, un homme passait devant moi, dit, et me mettait la main aux fesses. J'hurlais chaque fois jusqu'au jour où je lui ai éteint ma cigarette sur le front, bizarrement. Ah, c'est trop drôle. Après, je n'en ai plus entendu parler. Bah voilà. Alors, mais voilà. Oh, cigarette sur le front, je sais pas. Moi, je plaide pas pour la violence. Je plaide pour la violence symbolique. Mais tu vois, tu t'es senti seule quand même, Lydie. À qui t'as pu partager cette expérience? Elle est traumatisante aussi, cette expérience de devoir en venir aux mains, enfin à la clope plutôt, pour se défaire d'un abruti qu'on a programmé dans l'hypersexualité occidentale, c'est-à-dire baise. C'est ça l'hypersexualité occidentale. Baise, soit une machine à baiser, soit une machine à te branler, soit une machine à forniquer, n'est que de la pornographie dans la tête. C'est comme ça qu'on les endoctrine, les jeunes. Hein. C'est pour ça qu'ils sont phallocrates aussi. Il faut savoir qu'on a une immense organisation qui retourne le cerveau de tous nos jeunes là, qui apprennent la sexualité sur YouPorn. C'est ça. Tous les jeunes aujourd'hui apprennent la sexualité sur YouPorn. Parce que où vous voulez trouver une autre éducation sexuelle? Il n'y en a plus. La chose la plus importante de la vie, c'est-à-dire l'abandon sensuel, sexuel, c'est la pornographie qui est l'alpha et l'oméga de l'éducation. Alors il y a les parents qui essaient de compenser, mais il n'y a même plus d'ouvrage pour enfants sur ce thème. Il n'y a même plus d'ouvrage pour enfants qui expliquent, sans tomber dans les gnangnans débiles, ou le féminin et le masculin, qui expliquent la sexualité. On a donné l'âme de nos enfants aux pornographes. Alors la pornographie, je ne parle pas de la belle pornographie artistique, hein, c'est vraiment... c'est de l'abattage, hein, c'est de l'abattage. On a des filles qui ont été abusées sexuellement, qui tournent dans des films pornographiques, où les mecs vont apprendre à abuser sexuellement des filles. C'est grosso modo comme ça que ça fonctionne. Franchement, mes amis.
Dans quel monde vivons-nous? Ça mériterait pas un peu de colère? Ça mériterait pas un peu de montrer ses seins et de casser la table? Five minutes. Yeah, no problem. Et plus d'espace de parole à l'école. Ben oui, je ne comprends pas comment on prend pas ça en charge à l'école, mais une matière régulière, parce qu'à l'âge de 7 ans, ils ont des questions, les enfants. À l'âge de 12 ans, ils veulent tout connaître. Voilà, alors on pourrait quand même leur faire des cours adéquats sans les livrer à la pornographie gratuite en ligne. Quand on voit qu'il y a des gamins de 9 ans qui dépensent de l'argent sur le portable de leur maman pour consommer de la pornographie, sans même se masturber, c'est juste parce qu'ils sont curieux. Parce qu'à 9 ans, on se masturbe pas. Ils sont, enfin, pas tous. Donc c'est juste, ils sont juste curieux, ils veulent comprendre ce que c'est. Et ils ont de la pornographie dans les yeux. Et après, quand je dis ça à Arrêt sur Image, avec Judith Bernard, elle me fait l'apologie de la pornographie. Elle me dit, mais c'est formidable, la pornographie. Tout ça parce qu'elle a Schneiderman dans l'oreille. Et Schneiderman, parce qu'elle est pilotée par Schneiderman avec son oreillette. Et lui, il s'énerve comme ça derrière sa glace. Et du coup, elle fait blablabla comme une marionnette. C'est super féministe. Et elle fait blablabla en vantant les mérites de la pornographie juste pour faire la contradiction. C'est pas déplorable. Et j'ai quelqu'un qui, en fait, est à mon avis d'accord avec moi, mais qui commence à dire mais non, mais la pornographie c'est formidable. Ouais. Et quand on lui dit bah oui, c'est toujours le même scénario, ça finit toujours par une femme humiliée, etc. Et ben l'autre elle dit bon, n'importe quoi. Non, c'est grave. Moi je trouve que là on a touché à des sujets très très graves. On est parti de la coquetterie et on arrive sur des sujets mais extrêmement graves. C'est étonnant qu'il y ait si peu d'intellectuels qui en parlent vraiment. Quand vous regardez ce que les intellectuels font vis-à-vis de la pornographie, ils sont tous en train de l'adouber. Tous les intellectuels adoubent la pornographie parce que c'est être dans le vent. C'est être in, vous voyez. Et donc vous avez des philosophes qui disent ouais, la pornographie c'est formidable, oh, c'est extraordinaire, la sodomie, le pouvoir profond de la sodomie sur les consciences et sur la plasticité de l'image, comme dit Deleuze dans Le Temps, l'image temps permet à la sodomie. La masturbation intellectuelle, c'est normal qu'elle arrive à être fascinée par la masturbation réelle, vous comprenez, et comme c'est une immense entreprise de masturbation, on a affaire à des intellectuels qui vendent leur âme et leur jugement critique, et qui viennent d'ailleurs de la bourgeoisie. Hein. C'est des intellectuels qui... Enfin, c'est pas des intellectuels, en fait, c'est juste des doctrinaires. Voilà, mes amis, on a fait 1h30 là, mine de rien. Moi j'ai été bousculé, je me suis retourné contre lui et j'ai menacé de lui en coller une si c'est... Ah ouais, vous êtes... Je lis un peu vos messages. Être féministe, c'est résister au travail dans la rue tous les jours. Je suis d'accord avec toi, Anne-Virginie. Change cela à la téléphonie. Je lis vos messages pour terminer. La condition de la femme est grave et s'aggrave depuis des années, je suis d'accord. La télévision, c'est terrible. Un tout avec dégradation maintenant. Oui, ça mérite des actions. Fais ton émission. Merci. Certains hommes, beaucoup se sentent supérieurs avec ceux qu'ils sont entre les jambes. Mais oui. Faut dégonfler les baudruches. Faut y mettre les ongles, comme dit Simone de Beauvoir. Si vous voulez dégonfler les baudruches, c'est pas avec du blabla, c'est en y mettant les ongles. C'est un peu ce que font les femmes. Dans un Wikify, on a découvert qu'on avait tous subi des pressions sexistes des parents ou amis des parents. C'est énorme. Oui, je sais que c'est vrai, mais à chaque fois je tombe des nues. À chaque fois je trouve ça mais incroyable, quoi. Le nombre de pressions sexistes dans les familles, c'est étonnant. On a ensuite réfléchi collectivement à comment réagir. On est arrivé à premier casser l'omerta de se croire coupable. Deuxièmement, en parler à toutes les jeunes filles, génial. Troisièmement, se rassembler et se protéger réciproquement. Et bien là, tu vois Nathalie, tu viens de faire un embryon de quelque chose qui pourrait être intéressant. Et il faudrait que ce balbutiement, j'ai envie de l'appeler comme ça, même si c'est une causerie, on frôle le balbutiement. Peut-être que je vais la classer dans les balbutiements, cette vidéo. Je crois d'ailleurs que je vais la classer dans les balbutiements. C'est un balbutiement hors programme, hors addiction, quoique c'est très lié. À bientôt Lucie, grand plaisir. Venez demain 19h45 et 20h30 pour Prima Joke. Lulabi,
Je suis désolé, je t'ai dit d'attendre et on n'a même pas trouvé le temps pour discuter pour demain. Très simplement, je vais faire un post. Il faut dire aux nouveaux de venir et leur expliquer les règles dans un post à partir de 19h45. Et surtout distribuer les singes. Tu dois distribuer les simiens à tout le monde. Ce qui fait que quand on commence à 20h30, avant dans le post, tu as résumé tout, tu me résumes tout. Voilà. Mais si tu peux me laisser un numéro en pièce jointe, on peut s'appeler. Et comme ça, Lulabi, si tu es encore là, on va voir ça ensemble. Voilà. Rira bien qui rira le dernier. Claire qui suit tout. Être misandre avec les misogynes. Être anti-misogyne, être misogyne. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt. Demain 19h45, on joue tous à un jeu de rôle intéressant. Puis alors il n'y a pas de sexisme parce qu'on incarne des singes. Et le 24 à 20h30 pour continuer sur l'addiction. Et je classe cette vidéo dans nos balbutiements. A bientôt mes indisciplinés, c'était un régal de parler avec vous depuis Moscou. À bientôt.